Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Quand on parle de mystère, on pense souvent à ce qui est loin, à ce qui se cache dans les lieux reculés, dans des légendes anciennes ou sous des cieux exotiques. Et pourtant, l'étrange est parfois bien plus proche que ce que l'on imagine. Il est là, dans des gestes transmis en silence, dans des lumières aperçues par des milliers de personnes en une seule nuit, ou encore dans des couloirs que l'on préfère traverser rapidement sans trop se retourner. Ce soir, dans Un autre regard, nous allons explorer 3 visages très différents de l'invisible, 3 univers qui, à première vue, n'ont rien en commun, à qui pourtant racontent tous la même chose, notre besoin de comprendre ce qui échappe à la raison. Nous commencerons par le houdou, une pratique souvent mal comprise, souvent confondue avec le vaudou, mais qui est avant tout une magie populaire née de la survie, née de la transmission et de la foi, une magie du quotidien, faite de racines, de prières, d'objets chargés d'intentions. Puis nous lèverons les yeux vers le ciel. Retour à Phoenix, Arizona, le 13 mars 1997. Cette nuit-là, des milliers de témoins observent des lumières silencieuses, massives, parfaitement alignées, traversant lentement le ciel. Pas un témoignage isolé, pas une illusion passagère, un événement collectif, documenté, filmé, toujours inexpliqué à ce jour. Les Phoenix Lights, lumière de Phoenix, restent l'une des observations les plus troublantes de l'histoire de l'ufologie moderne. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu de l'enfumage ? Est-ce que c'est des erreurs militaires, un phénomène naturel ou quelque chose de bien plus dérangeant ? Enfin, nous redescendrons sur Terre dans des lieux que nous connaissons tous et que nous avons tous eu l'occasion de fréquenter. Des lieux de soins, d'attente, de vie et parfois de mort, les hôpitaux, les cliniques et autres lieux de soins. Alors pourquoi sont-ils souvent associés à des récits de fantômes et de manifestations inexpliquées ? Ou bien est-ce autre chose que l'on peine encore à nommer ? Alors témoignages des enquêtes, des récits troublants, ce soir on franchira les portes de ces lieux où le rationnel et l'inexplicable semblent parfois se croiser. Alors 3 thèmes, 3 regards, une même question en filigrane, et si le réel n'était pas aussi simple que ce que l'on nous a appris. Alors installez-vous confortablement, ouvrez l'esprit et prenez avec nous un autre regard. Alors ce soir, pour ouvrir notre regard sur l'invisible, nous commençons par une pratique ancienne, discrète et souvent mal comprise, le houdou. Alors personne ne connaît réellement cette tradition, peu de personnes, et encore moins ses multiples noms. On parle parfois de root work, de root doctoring ou encore de conjure. Alors derrière ces mots se cache en fait la même idée, une magie qui agit sur le réel, une magie qui est pratique, façonnée pour répondre à des besoins précis et concrets. Alors c'est pas un culte, c'est pas une religion et c'est pas un spectacle non plus. C'est une boîte à outils spirituels transmise de génération en génération, une tradition qui est née de l'expérience et de la nécessité. Alors le houdou, il est apparu au cœur de l'histoire des esclaves africains déportés vers l'Amérique. Privés de leur terre, de leur langue, de leurs rites, ces hommes et ces femmes ont conservé ce qu'on ne pouvait pas leur enlever, c'est-à-dire leur savoir, leurs croyances et leur lien avec le monde invisible. Ils ont adapté leurs pratiques aux ressources disponibles sur place, mêlant donc traditions africaines, influences amérindiennes et éléments du christianisme imposé. Et ça donnait naissance à une magie qui est discrète, efficace et profondément enracinée dans le quotidien. Elle n'a pas pour but d'impressionner, elle sert à protéger, à réparer, à attirer la chance, à éloigner le mal, à survivre dans un monde qui refuse souvent de protéger les plus vulnérables. Alors, chaque geste, chaque objet, chaque parole a une intention précise. Alors, selon les régions, les époques et les communautés, on parle, comme je disais tout à l'heure, de root work, root doctoring, conjuration. Alors, ces mots disent déjà beaucoup de choses. En fait, ils évoquent les racines, la terre, le travail, l'action. Alors, rien de théâtral, rien de spectaculaire. Le houdou, c'est une magie, c'est pas de la démonstration. C'est pratique.
Alors, le terme rootwork insiste bien sur l'usage des racines et des plantes, des éléments centraux de cette tradition. Conjure, lui, renvoie plutôt à l'acte d'agir sur le réel, de mettre en mouvement des forces invisibles. Quant au mot Oudou, alors son origine exacte reste quand même très discutée, mais il pourrait venir de termes africains liés à la magie ou à l'esprit, ou encore avoir été façonné par le regard extérieur porté sur ces pratiques. Alors, quoi qu'il en soit, derrière ces différents noms se cache une même réalité, une pratique spirituelle populaire qui est née dans l'histoire douloureuse de l'esclavage en Amérique du Nord. Alors, le houdou n'est pas une religion, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de clergé, pas de dogme, il ne demande pas d'adhésion formelle ni de foi aveugle. Il s'agit en fait d'un ensemble de pratiques transmises oralement de génération en génération au sein des familles ou des communautés afro-américaines. Alors, une tradition qui s'est construite dans l'ombre, loin des livres et des institutions, parce qu'elle n'avait pas le droit d'exister au grand jour. Alors, ses racines plongent profondément bien sûr en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Avant la déportation, de nombreuses sociétés africaines vivaient dans une vision du monde où le visible et l'invisible étaient intimement liés. Les ancêtres y occupaient une place centrale, les plantes étaient porteuses de forces spécifiques et la nature était perçue comme vivante, habitée, agissante. Alors, ces croyances ne disparaissent pas avec l'esclavage, elles se transforment et se fragmentent et se recomposent bien sûr. Alors, arrachés à leur terre, privés de leurs objets rituels et de leurs repères cultuels et culturels, les esclaves africains n'ont pas d'autre choix que d'adapter leurs pratiques. Donc le houdou, lui, naît de cette adaptation et se développe dans les plantations, les cuisines, les jardins, les cabanes, loin des regards. Il devient une magie du quotidien, une magie de survie. Pour se défendre, par exemple, contre l'injustice. Avec le temps, le houdou intègre des éléments issus des cultures qui l'entourent. Alors le christianisme, bien sûr, qui est imposé aux esclaves, lui, il est réinterprété. La Bible devient un outil spirituel à part entière. Les psaumes sont récités comme des paroles actives, capables d'agir sur le réel. Et certaines traditions européennes de magie populaire se mêlent aux pratiques africaines, tout comme des savoirs amérindiens qui sont liés aux plantes locales. Alors, le houdou, c'est une pratique qui est finalement syncrétique, mouvante, et qui n'a jamais cessé d'évoluer. Alors, contrairement à d'autres traditions afro-américaines qui sont plus structurées, le houdou ne repose pas sur un panthéon de divinités qui est clairement défini. Et il ne nécessite pas non plus d'initiation formelle, on y entre par l'expérience, par l'observation, par la transmission. On n'y croit pas par principe, on y agit parce que cela fonctionne, parce que cela répond à un besoin immédiat. Alors historiquement, ces besoins sont concrets et souvent vitaux. Le houdou sert à se protéger d'un maître violent, à attirer un travail, à préserver une relation, à éloigner la maladie, à rendre justice là où la foi fait défaut. Dans un monde qui refuse toute protection aux plus vulnérables, la magie devient donc un moyen de reprendre un minimum de contrôle et de pouvoir sur sa propre existence. Alors ces pratiques ont profondément lié à la terre, bien sûr. Donc on a vu tout à l'heure les racines, les plantes, les minéraux, et même les objets les plus simples possèdent une valeur symbolique et énergétique. Alors rien n'est choisi au hasard, Chaque élément est sélectionné pour ce qu'il représente, pour ce qu'il attire ou repousse. Mais au cœur de tout cela, il y a une notion essentielle, l'intention. Car sans intention claire, le geste n'a pas de sens. Sans volonté, l'objet reste inerte. Alors contrairement au cliché, le houdou n'est ni magie noire, ni une magie blanche. C'est des catégories qui sont plutôt simplistes et qui ne s'appliquent pas vraiment à une tradition qui est née dans l'oppression. Le houdou s'inscrit donc dans une logique morale fondée. Se protéger, c'est pas nuire, c'est rétablir simplement un équilibre. Et pour rétablir un équilibre, c'est pas détruire. C'est bien plus qu'un folklore ou qu'une curiosité ésotérique. C'est une mémoire vivante, une spiritualité qui est plutôt discrète, transmise sans livre ni temple, mais jamais réellement oubliée. Une pratique qui est née du silence, de la résistance et de la survie. Dans cette émission, nous allons plonger encore plus profondément dans le houdou. Nous parlerons des racines, des sachets, des poudres et de la figure du rootworker et des pratiques les plus courantes entre protection, chance et justice. Une exploration qui, j'espère, sera loin des clichés pour regarder finalement le houdou autrement. Alors au cœur de ce houdou se trouve en tout cas une figure essentielle, respectée, parfois crainte, mais toujours centrale, le rootworker. Celui qu'on s'appelle aussi le root doctor ou le conjure doctor. Alors il ne s'agit pas d'un prêtre ni d'un guide spirituel au sens religieux du terme, mais c'est vraiment un praticien, un homme ou une femme, vers qui l'on se tourne lorsque des solutions ordinaires ne suffisent plus. Alors ce root worker, c'est avant tout un connaisseur. Il connaît les plantes, les racines, les herbes, tous les usages médicinaux, autant que symboliques. Il connaît les gestes, les paroles et le temps propice. Alors pour ce savoir, il ne s'acquiert pas bien sûr dans les livres, il se transmet par l'observation, par l'expérience
et parfois par un héritage familial. Certains parlent d'un appel, d'un don, d'une sensibilité particulière au monde invisible. D'autres y voient simplement une longue pratique forgée par les épreuves et les années. Alors contrairement à certaines représentations modernes, ce root worker ne travaille pas dans le secret pour impressionner, il agit en fait dans le quotidien pour aider. Alors, on vient le voir pour des problèmes qui sont parfois très concrets, un conflit, une malchance persistante, une relation brisée, une maladie qui ne trouve pas d'explication claire par exemple. Alors, le houdou, lui, ne va pas promettre de miracles, mais il propose des moyens d'agir là où on se sent impuissant. Alors, l'un des aspects les plus connus du houdou, c'est l'usage des racines, ce qui n'est pas un hasard. Les racines plongent dans la terre, dans l'invisible, dans ce qui est nourri et soutient. Alors, elles symbolisent la stabilité, la protection, l'ancrage. Certaines racines sont utilisées du coup pour attirer la chance, d'autres pour renforcer la santé ou renforcer son intention, d'autres encore pour se protéger ou couper une influence négative. Chaque racine possède donc une réputation, une histoire, une fonction précise qui a été transmise de génération en génération. Avec ces racines s'ajoutent aussi les plantes, les herbes, les minéraux, mais aussi des objets très simples, des clous, des morceaux de tissu, des pièces de monnaie, du sel, de l'eau. Rien n'est luxueux, rien n'est décoratif. Le houdou utilise en fait ce qui est disponible, ce qui fait partie de la vie quotidienne, ce que vous avez dans une cuisine traditionnelle. Alors cette simplicité apparente, elle est trompeuse parce que chaque élément est quand même choisi pour ce qu'il représente et pour l'énergie qu'on lui attribue. Alors, dans le houdou, tout commence avec les ingrédients. La matière première, c'est la magie du quotidien. Alors, ces éléments, ils sont simples, ils sont issus de la nature, vous pouvez les ramasser dehors, mais chacun porte en lui, en tout cas, comme on disait tout à l'heure, une énergie particulière. Les racines, ce sont les plus emblématiques. Certaines racines servent à attirer la chance, comme le High John the Conqueror, qui est réputé pour ouvrir les portes de l'opportunité ou renforcer la chance, ou l'arbre Abrecamino. Dans d'autres racines, comme la racine de mandragore, peuvent protéger, éloigner les influences négatives ou renforcer une intention. Enfin, en tout cas, chaque racine possède une réputation, un pouvoir spécifique et elle est choisie avec soin par le praticien. Dans les herbes et les plantes, ça joue là aussi un rôle essentiel. Donc la sauge peut purifier, le romarin protéger, la menthe attirer l'argent. Mais ces associations ne sont pas universelles. Elles dépendent aussi de traditions locales et de la transmission familiale. L'important dans le houdou, c'est de connaître la symbolique et l'usage précis de chaque plante et les appliquer de manière consciente et cohérente. Donc dans les minéraux, les pierres ne sont pas en reste. Le sel, par exemple, est omniprésent dans les rituels de protection. Il est utilisé pour tracer des lignes, entourer une maison ou purifier un espace. Le charbon peut brûler pour éloigner les mauvais esprits. Et les pierres, comme l'obsidienne ou le quartz, sont parfois intégrées dans les sachets pour renforcer une énergie particulière. Et dans les objets du quotidien, bien sûr, il y a la pièce de monnaie pour attirer l'argent, des clous pour fixer une protection, du fil ou de la ficelle pour lier symboliquement des situations ou des relations. Même des morceaux de tissu ou de papier peuvent devenir des supports de magie lorsqu'ils sont chargés d'intention. Alors, il y a aussi les fameux sachets, ce qu'on appelle les mojo bags. Alors, ils représentent une synthèse finalement de ces ingrédients. Dans chaque petit sac, on combine des racines, des herbes, des pierres, des morceaux de papier avec des inscriptions et parfois un objet personnel. Chaque sachet est conçu pour une fonction précise, protection, chance, amour, santé. Le root worker choisit donc les ingrédients avec soin. Il les charge d'énergie et d'intention et peut les activer par des prières, des paroles ou des gestes spécifiques. Alors, ces sachets, ces mojo bags, sont portés sur soi, cachés dans la maison ou placés à un endroit stratégique pour exercer leur influence. Bien sûr, ce sachet doit être nourri, entretenu, parfois activé par des paroles ou des gestes. Dans le houdou, il n'y a rien qui est figé. Tout demande en fait une relation active. Et puis, il y a les huiles et les poudres qui complètent l'arsenal du root worker. Donc, les huiles, elles peuvent être appliquées sur les bougies, sur le corps ou sur des objets pour amplifier le pouvoir. Les poudres sont utilisées pour tracer des protections au sol, sur des portes, autour des fenêtres ou pour marquer un espace de manière symbolique. Ici encore, chaque couleur, chaque plante utilisée dans sa poudre a en fait une signification. Il ne faut jamais oublier que dans le houdou, l'intention est ce qui donne vie à ces ingrédients. Une racine n'est pas qu'un simple morceau de bois, elle est investie d'une volonté claire. Une herbe n'a pas de pouvoir si elle n'est pas utilisée avec précision et conscience. Et l'objet du quotidien ne devient pas magique que par le geste et l'énergie que l'on y dépose. En somme, le houdou transforme le banal en extraordinaire. Il nous rappelle que la magie n'est pas toujours spectaculaire, c'est souvent discret,
pratique est profondément liée à notre rapport au monde. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leur efficacité ne repose pas sur une recette magique universelle, mais sur une intention, le contexte et la connaissance du praticien. Donc, le houdou ne fonctionne pas sur le principe du tout fait. Il existe en fait une compréhension fine des situations et des personnes concernées. Donc, il est souvent associé à des rituels, mais le mot peut être trompeur. Quand on parle de rituel, on ne parle pas de spectaculaires cérémonies, mais de gestes simples, parfois presque invisibles. Allumer une bougie à un moment précis, prononcer une parole choisie, disposer un objet sur un endroit stratégique. Ces gestes, répétés avec constance jour après jour, prennent leur force dans la régularité et la concentration. Un élément essentiel finalement, c'est le temps. On ne fait pas les choses n'importe quand. Chaque jour, certains jours sont jugés plus favorables que d'autres. Certaines heures sont choisies pour leur symbolique. Cette attention portée au rythme du monde rappelle que le houdou est profondément connecté à la nature et à ses cycles, même s'il ne s'inscrit pas dans un calendrier religieux formel. Il est important de comprendre que le houdou n'est pas tourné vers la domination des autres. Il est là, comme je disais tout à l'heure, pour établir un équilibre. Là encore, la morale du houdou, elle est contextuelle. Elle ne cherche pas à imposer une loi universelle, mais à répondre en fait à une situation précise, souvent marquée par l'injustice ou la souffrance. Alors avec le temps, le houdou était caricaturé, diabolisé, même parfois criminalisé. On l'a représenté comme une pratique dangereuse, obscure, voire maléfique. On l'a souvent confondu avec le vaudou. Alors cette image, elle est largement le fruit de la peur de l'inconnu et le regard finalement colonial qui a été porté sur ces traditions afro-américaines. En réalité, c'est plutôt une pratique qui est ancrée dans le soin, la protection et la résilience. Alors aujourd'hui encore, le houdou continue d'exister. Il s'est adapté au monde moderne tout en conservant ses fondements. Certains le pratiquent dans un cadre qui est très traditionnel, d'autres de manière plus personnelle. Mais tous, en tout cas, partagent cette même idée. Le monde visible n'est pas tout et l'on peut agir sur ce qui nous échappe à condition de le faire avec conscience et respect. Alors, le houdou, quand on prend le temps de l'écouter, de le comprendre, il apparaît sous un jour très différent de celui de la culture populaire. Loin des images, loin des clichés de malédiction et de magie sombre, il se révèle avant tout comme une pratique de survie, de protection et de transmission. Alors, ce qui frappe, surtout quand on se penche vraiment sur le houdou, c'est sa sobriété. Il n'y a pas de grands rituels spectaculaires, pas de mise en scène, pas de discours grandiloquents, pas besoin d'ingrédients hyper coûteux. En fait, tout est simple, presque ordinaire, des racines, des plantes, des objets du quotidien, des paroles murmurées. Et pourtant, derrière cette complicité apparente se cache une vision du monde qui est en fait profondément cohérente, dans lequel en fait chaque geste a un sens, chaque intention a un poids, chaque action une conséquence. Donc, le houdou nous rappelle que la magie, avant d'être un concept ésotérique, c'est d'abord en fait une manière de dialoguer avec le réel, une manière finalement de reprendre la main là où on se sent dépossédé, vulnérable, invisible. Alors, dans un contexte historique marqué par l'oppression, il a offert en fait un espace de résistance intime, si on veut, silencieuse mais puissante. Il nous rappelle aussi que le sacré, c'est pas forcément spectaculaire, qu'il peut se cacher dans une racine enfouie dans la terre, dans un vieil objet usé, aussi bien que dans un ingrédient qu'on a trouvé dans le placard de sa cuisine. Alors, le regard contemporain sur le houdou permet de mieux comprendre ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Le houdou continue à nous parler d'ancrage, d'intention, de responsabilité. Il nous rappelle que les objets n'ont pas de pouvoir que celui qu'on leur donne. Et que la véritable force réside dans la clarté de nos actes et de nos choix. Donc, en cela, le houdou dépasse largement le cadre de la magie populaire, c'est presque une philosophie de l'action. Ce n'est pas une relique du passé, ni un folklore finalement qui a été figé, c'est plutôt il a une mémoire vivante, il est toujours en mouvement, il continue de se transmettre, parfois discrètement, parfois ouvertement, mais toujours avec cette même idée centrale, le monde est plus vaste que ce que nos yeux nous perçoivent. Et chacun peut y retrouver sa place. Donc en refermant ce regard sur le houdou, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, il s'agit en fait d'écouter que cette pratique raconte l'histoire de la lutte intérieure, de la résilience, de la relation entre l'humain et l'invisible, d'accepter que certaines traditions n'aient jamais cherché à être comprises par tous, mais simplement à être vécues par ceux qui en ressentent l'appel. Peut-être ça, la véritable finalement leçon du houdou, une magie qui ne promet rien, qui n'impose rien, mais qui rappelle que comme dans les périodes les plus sombres, il existe toujours des moyens de résister, des moyens de se protéger, de continuer à avancer autrement. Et pour refermer cette thématique sur le houdou, je vous propose une pause musicale avec Santana et Fleetwood Mac avec Black Magic Woman. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM,
l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, le houdou nous parlait d'un invisible intime, d'un invisible que l'on garde près de soi, que l'on dissimule dans une poche, sous un oreiller, dans un geste ou une parole murmurée. Une magie discrète, presque silencieuse, qui agit à hauteur d'homme. Mais l'invisible ne se manifeste pas toujours dans cette manière. Parfois, il ne se cache pas. Parfois, il ne murmure pas. Il s'impose. Il existe des moments où le mystère ne concerne plus une seule personne, ni un petit groupe, ni une communauté, mais des milliers de témoins à la fois. Des instants où l'inexpliqué finalement ne se vit plus dans le secret, mais à ciel ouvert. Donc, quittant un instant la terre, les racines, les objets chargés d'intention, pour lever les yeux. Nous sommes le 13 mars 1997 en Arizona. La nuit est claire et au-dessus de la ville de Phoenix, quelque chose apparaît. Des lumières silencieuses, alignées, imposantes. Elles traversent lentement le ciel, observées par des civils, des policiers, des pilotes, des enfants, des familles entières. Ce ne sont pas quelques témoignages isolés, ce sont des milliers de personnes sur des kilomètres qui voient la même chose au même moment. Ce soir-là, le mystère ne se cache pas. Il flotte au-dessus des têtes. Alors, il laisse derrière lui en tout cas une question qui, près de 30 ans plus tard, reste toujours sans réponse. Après une magie née dans l'ombre et la survie, nous allons plonger maintenant dans l'un des phénomènes les plus troublants de l'histoire contemporaine, The Phoenix Lights, les lumières de Phoenix, quand l'invisible cesse d'être discret et regarde finalement l'humanité droit dans les yeux. Alors nous sommes le 13 mars 1997 en Arizona. Comme je disais, la nuit est claire, presque tranquille, mais quelque chose d'inattendu s'apprête à se produire. Au-dessus de la ville de Phoenix, des habitants commencent à lever les yeux vers le ciel et ce qu'ils voient défie toute explication. Des lumières apparaissent, immobiles au début, puis disposées en formations étranges, silencieuses, massives. Les témoins racontent à peu près tous la même chose, des points lumineux, parfois alignés, parfois en V, qui semblent flotter suspendus dans le ciel, masquant totalement les étoiles derrière elles. Des milliers de personnes vont les observer ce soir-là, sur des centaines de kilomètres. Familles, policiers, pilotes, même simples citoyens, tous en font en tout cas l'expérience de l'inexplicable en même temps, sous le même ciel. Alors ce phénomène, qu'on appellera plus tard les lumières de Phoenix, ne ressemble en tout cas à rien de connu. Les témoins parlent de lumières gigantesques, parfois en forme triangulaire, qui se déplacent lentement, presque majestueusement, dans un silence total. Certains décrivent une impression de présence, comme si l'objet lui-même ou les lumières qu'il portait observaient la ville en contrebas. Le temps semble suspendu. Le ciel n'est plus un espace vide, mais une scène où à l'inconnu s'impose, imposant sa présence sans un mot. Alors des témoins crédibles, comme on disait, des policiers en service, des pilotes confirment la solidité, l'ampleur des phénomènes observés. Certains objets semblent plus grands que n'importe quel avion qu'ils aient vu de leur vie, des grands blocs noirs si larges qu'ils masquaient les lumières des étoiles. La première série d'observations débute peu avant 20 heures, alors que des témoins qui sont situés jusqu'à des centaines de kilomètres, depuis la frontière du Nevada jusqu'à l'Arizona, remarquent quelque chose d'inhabituel qui se déplace au-dessus d'eux. Alors très vite, du coup, comme on disait, les descriptions convergent. On parle de 5 à 7 lumières brillantes, parfois blanc bleuté, parfois jaune ambre, qui se déplacent lentement, silencieusement dans le ciel du sud-ouest américain. Alors pour beaucoup, ces lumières ne ressemblent pas à des avions classiques, elles ne clignotent pas, ne produisent aucun son perceptible, elles semblent se mouvoir avec une lenteur qui est presque calculée, comme si quelque chose en fait contrôlait leur trajectoire plutôt qu'un, on va dire, un pilote conventionnel. D'autres témoins parlent d'une sensation étrange, que les lumières étaient si basses et si grandes qu'elles masquaient les étoiles au-dessus d'elles, comme un mur sombre dont seules les lumières étaient visibles. Il n'y avait aucun bruit de moteur, aucun bruit de turbine et pas de souffle d'air. Donc des familles entières en témoignent, par exemple comme la famille Lay, donc Tim Lay, sa femme Bobby, leur fils Hall et le petit Damien observent le phénomène depuis leur jardin. Ils attendaient de voir le ciel en fait se couvrir d'étoiles comme à l'habitude, quand soudainement cette formation gigantesque passe au-dessus d'eux. Ils décrivent des lumières d'un blanc ambré qui se déplacent avec une régularité presque solennelle, silencieusement,
Et certains avançaient une estimation de plus de 300 pieds, ce qui laisse imaginer l'impact visuel senti par les témoins. En fait, ça obscurcit complètement le ciel. Les enfants qui étaient présents ce soir-là, qui sont souvent, on va dire, sans filtre ni préjugés, n'ont rien édulcoré de ce qu'ils voyaient. Ils décrivent eux-mêmes des mêmes formations, les mêmes lumières qui s'organisaient tantôt en ligne, tantôt en V, parfaitement silencieuses, et qui se déplacent de manière que ni les adultes, ni les proches avions pilotés n'avaient jamais vue. Alors, les appels à la mairie, aux services d'urgence et aux autorités militaires commencent à affluer. La mairie, du coup, reçoit des centaines de témoignages ce soir-là, incluant des messages provenant de leurs policiers, d'anciens militaires, qui décrivent tous en fait le même phénomène aérien. Alors, certains témoins vont aller encore plus loin. Un ancien marshal des États-Unis et pilote retraité déclare, lui, plus tard, qu'il avait vu l'objet refléter les lumières de Phénix sur sa partie inférieure, tout en masquant complètement les étoiles au-dessus de lui. Alors, selon lui, cet engin semblait littéralement effacer le ciel étoilé à mesure qu'il passait. Un autre témoin lui a affirmé avoir filmé une séquence de ce qu'il avait vu depuis le toit de son immeuble avant que la cassette ne soit mystérieusement retirée de sa possession, dans ce qu'il fut décrit par certains comme une rencontre du type Men in Black. Alors, l'expérience humaine, elle a été variée. Donc, une autre personne, lui, qui a préféré rester anonyme, mais dont le témoignage a été repris plusieurs fois dans les récits oraux, dans les journaux, sur Internet, dans les documents, dit qu'il lui était en route ce soir-là. Il roulait lentement vers Phénix lorsqu'il distingua cet objet en forme de boomerang, dont les lumières oranges semblaient presque donner l'impression de former une matière fluide, comme si la surface de l'objet pulsait ou bougeait sous cette lumière interne. Il remarqua l'absence totale de bruit, pas un moteur, pas un bourdonnement, rien que le silence. Une sensation que cette personne a décrit comme rendant l'expérience à la fois magique, magnifique et profondément troublante. Et puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans les heures qui suivent, l'événement fut rapporté bien au-delà de Phénix. C'est-à-dire qu'on a des témoins il y a des témoins, même dans les villes qui sont aussi éloignées que la Prescott Valley ou Tucson, ont décrit effectivement les mêmes observations. En tout cas, tout le monde relatait la même idée que ce qu'ils avaient vu ce soir-là n'était pas un phénomène banal ni passager. Donc cette deuxième salve, elle arrive vers 22h. On parle d'un deuxième genre de phénomène, pas de mouvement lent dans une direction, mais une série de lumières fixes, alignées et légèrement courbes dans le ciel de Phénix, visibles pendant plusieurs minutes, avant de progressivement disparaître. Donc là encore, de nombreux témoins. En tout cas, le contraste entre un phénomène mobile presque majestueux et ce second ensemble immobile ajoute une dimension supplémentaire au mystère. Alors, rapidement, il y a des explications officielles qui émergent. L'Air Force nous affirme que certaines lumières étaient des fusées éclairantes qui auraient été larguées lors d'exercices militaires et que les formations observées n'avaient été rien d'autre que des projectiles illuminant le ciel. Mais cette version ne satisfait pas les témoins. L'immensité, la solidité apparente des objets et leur silence total défient toute explication rationnelle, car les fusées ne flottent pas en formation triangulaire, ne masquent pas les étoiles et ne semblent pas dotées d'une présence, on va dire, si imposante. Le gouverneur de l'Arizona à l'époque, Fife Symington, avait lui-même vu le phénomène et savait que son ampleur échappait aux explications simplistes. Mais à titre de responsable public, il se trouve confronté à une situation délicate. Comment communiquer à une population qui est déjà inquiète sans provoquer la panique ? Alors, lors d'une conférence de presse restée célèbre, il fait intervenir son chef de cabinet déguisé en alien. Donc, je vous laisse imaginer, costume en aluminium, tête de petit gris, des gants qui font des mains géantes. Bref, une mise en scène teintée d'humour qui n'était pas fait pour dénoncer publiquement ce qu'il avait vu, mais plutôt pour tourner en dérision les interprétations les plus extraterrestres avancées par certains témoins. Une façon de détourner finalement l'attention du débat sur la nature des objets et pour apaiser le public. Alors cette stratégie de communication, elle attira autant finalement l'attention que le phénomène lui-même. Pour certains, elle était perçue comme un acte cynique de diversion, et pour d'autres, c'était une tentative maladroite de gérer une situation hors de contrôle. Or, quoi qu'il en soit, avec cet enfumage, elle fertilisa finalement encore davantage le terrain des spéculations, rendant les lumières de Phénix non seulement un événement visuel étrange, mais aussi un moment clé de la relation entre expérience publique et discours officiel sur l'inexpliqué. L'expérience dépasse en fait le simple cadre visuel, c'est une confrontation finalement à l'inexplicable, une confrontation collective et qui a laissé un souvenir durable et précis. Alors le même Fife Symington, l'ancien gouverneur, avait vu une partie du phénomène lui-même et il a raconté bien des années plus tard, quand il n'était plus en mandat, qu'en tant que pilote expérimenté, il avait été frappé par l'ampleur et la symétrie des lumières et qu'elles étaient trop régulières, trop géométriques pour être simplement des fusées.
Donc les Phoenix Lights sont encore aujourd'hui considérés comme un des incidents ufologiques les plus crédibles, alors non seulement à cause des milliers de témoins, mais aussi à cause de cette tension entre ce qui a été observé et la manière dont l'événement a été finalement présenté au public. Il y a aussi beaucoup de vidéos prises par des particuliers qui ont été mises sur Internet. Alors, les explications militaires, le récit officiel sur les fusées éclairantes, la mise en scène humoristique de Symington montrent en fait que le phénomène n'a jamais été pleinement intégré dans la narration publique. Pourtant, ceux qui ont levé les yeux ce soir-là, pour eux, le ciel ne pouvait être réduit à des explications rationnelles. Ils avaient en fait vécu une expérience directe du mystère. Alors, 30 ans plus tard, le phénomène continue de questionner. Il nous rappelle en fait que l'invisible ne se cache pas toujours et que parfois il se montre à tous, imposant, silencieux, laissant chacun contempler le ciel et sentir combien nos certitudes peuvent des fois être fragiles face à l'inexplicable. Alors les Phoenix Lights ne sont pas seulement des lumières dans le ciel, elles sont un moment où l'humanité a été confrontée à ce qu'il dépasse. Un moment où le mystère s'est imposé avec toute sa force et son silence. Alors ce qui reste après toutes ces années, c'est un ensemble de descriptions, au-delà des simples lumières dans le ciel. C'est plutôt une expérience collective, structurée, cohérente dans ses grandes lignes, et surtout difficile à réduire à une explication unique et conventionnelle. Les Phoenix Lights ne sont pas seulement du coup un événement aérien isolé, ça représente un moment où le ciel a rassemblé des milliers de témoins et leur offrant une expérience collective qui était à la fois étrange, majestueuse et troublante. Et ces lumières de Phoenix continuent de nourrir notre curiosité et le débat rappelant que le monde n'est jamais entièrement compréhensible. Un rappel que l'inconnu peut apparaître au-dessus de nos vies, nous surprendre et nous émerveiller collectivement. Alors maintenant que nous avons fait le point sur cette histoire de lumière dans le ciel au-dessus de Phoenix, je vous propose une petite pause musicale sur Radio G. Avec Radiohead. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Vous êtes de retour sur Radio G, Angers 101.5 FM, en DAB+, et vous pouvez également nous écouter sur le www.radio-g.fr, et c'est dispo aussi en replay. Alors, après avoir levé les yeux dans le ciel et exploré les mystères des Phoenix Lights, il est temps de revenir sur Terre, mais toujours dans le domaine de l'invisible, évidemment. Cette fois, nous plongeons dans des lieux empreints d'histoire et de mémoire, les hôpitaux et autres établissements de soins, parfois théâtre de présences inexplicables. Alors, comme dans le houdou, où l'énergie et les intentions influencent le monde, et comme dans le ciel de l'Arizona, où des lumières défient la raison, les hôpitaux hantés nous rappellent que certaines traces du passé persistent, visibles seulement à ceux qui savent regarder, écouter et ressentir. Alors, ces bâtiments, chargés de vie, de souffrance et d'émotions intenses, deviennent le théâtre d'expériences étranges, d'apparitions et de phénomènes que la science peine parfois à expliquer. Alors préparons-nous donc à franchir les portes silencieuses de ces lieux mystérieux, où le quotidien médical côtoie parfois le surnaturel, et où les fantômes, témoins des vies passées, continuent de hanter les couloirs, les chambres et les âmes des vivants. Alors lorsqu'on évoque un hôpital, une maison de retraite, un EHPAD, un sanatorium, un préventorium, tous ces termes du milieu médical, l'image qui nous vient tout d'abord à l'esprit, c'est celle de couloirs blancs, immaculés, baignés par une lumière froide des néons, ponctuée par le bruit régulier des moniteurs et des pas précipités du personnel. Mais derrière cette façade, derrière ces longs couloirs interminables, derrière cette façade de routine et de soins, certains lieux recèlent des mémoires et des présences que le temps n'a pas effacées. Les murs, les chambres, les couloirs semblent parfois conserver finalement les échos de ces vies passées, des souffrances vécues, des espoirs et des peines aussi de ceux qui ont séjourné. Alors, dans de nombreux hôpitaux à travers le monde, des récits de phénomènes inexpliqués se multiplient. Des témoins rapportent des apparitions fugaces, des silhouettes qui disparaissent lorsqu'on s'approche, des bruits de pas dans les couloirs vides, des voix murmurant des mots que personne ne peut comprendre, ou encore des objets qui se déplacent tout seuls. Alors ces expériences sont souvent vécues par le personnel et ou même les patients eux-mêmes. Et ces expériences semblent se manifester là où la tension
émotionnelle a été la plus forte. Les salles de soins intensifs, les chambres où la vie et la mort se sont croisées, ou les lieux où des événements traumatiques ont laissé une trace invisible et persistante. Bloc opératoire, morgue, tout ça. Alors, ce phénomène pose une question en tout cas fascinante. Ces présences sont-elles l'écho d'âmes en peine, des fragments d'énergie laissés par des événements passés ou simplement des manifestations psychologiques liées à la souffrance humaine? Alors, les témoignages concordants, parfois multiples et indépendants, semblent indiquer qu'il existe un lien entre l'intensité émotionnelle d'un lieu et la probabilité d'y observer des phénomènes inexpliqués. Nous, dans cette troisième partie, nous allons explorer ces rencontres avec l'invisible dans le cadre médical et hospitalier. Nous écouterons donc des récits, qu'il s'agisse de silhouettes aperçues ou de phénomènes encore plus spectaculaires. On tentera de comprendre ce que ces lieux nous révèlent sur la persistance des émotions, des souvenirs et des traces invisibles, et pourquoi certains hôpitaux semblent finalement plus habités que d'autres. Alors préparez-vous à franchir les portes silencieuses, à arpenter les longs couloirs où la vie côtoie parfois l'inexplicable et à observer ce qui se passe juste au-delà de votre regard. Dans ce monde où le temps, la mémoire et l'énergie humaine se mêlent de manière mystérieuse. Car dans ces lieux de soins, la frontière entre le visible et l'invisible est souvent bien plus mince que l'on ne croit. Alors, lorsqu'on franchit les portes d'un hôpital, la première impression est souvent l'ordre et la routine. Des couloirs immaculés, baignés par une lumière froide, des murs blancs qui reflètent chaque son et chaque ambiance particulière, des bips réguliers de certains moniteurs, des pas et des voix. On pourrait donc croire que tout est parfaitement rationnel, maîtrisé, prévisible. Mais il suffit de lever les yeux, de s'arrêter quelques instants dans ces couloirs pour ressentir que certains lieux portent parfois en eux quelque chose de plus ancien, de plus profond. Alors, les hôpitaux sont des lieux où la vie et la mort se croisent constamment. Chaque chambre, chaque service, chaque salle de soins a été finalement le théâtre d'un moment d'intensité émotionnelle extrême. Naissance, décès, guérison miraculeuse ou perte tragique. Donc les murs, les planchers, les plafonds peuvent en tout cas absorber ces émotions et ces énergies, comme s'ils conservaient une genre de mémoire invisible, imperceptible, mais pourtant bien présente pour ceux qui savent observer. Dans le silence d'une aile d'hôpital fermée la nuit, le moindre bruit en tout cas prend une dimension étrange. Le vent qui s'engouffre par une fenêtre mal fermée peut résonner comme un pas qui avance derrière vous. Un chariot laissé dans un couloir vide peut émettre un grincement qui semble ponctuer la pièce. Les ombres et les silhouettes que l'on aperçoit du coin de l'œil disparaissent dès que l'on tente de les regarder directement. L'atmosphère à première vue anodine devient alors chargée de tension et d'anticipation, comme si le lieu lui-même avait conscience de votre présence. Alors ce sentiment d'être observé, bien qu'il est difficile à expliquer rationnellement, est souvent rapporté par le personnel, les visiteurs ou les patients. Certains infirmiers racontent des moments où, malgré un couloir vide, ils ont senti la sensation de quelqu'un qui les suit, ou même d'une respiration derrière eux. D'autres décrivent des chuchotements inaudibles, des murmures qui semblent provenir d'une chambre voisine, alors que tout est parfaitement silencieux et que cette chambre n'est pas occupée. Alors pour beaucoup, ces présences invisibles ne se manifestent pas toujours par la peur, mais par une conscience subtile de l'histoire et des vies passées. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Comme si les murs eux-mêmes racontaient des histoires que l'on peut entendre qu'avec l'intention et la sensibilité nécessaires. Alors, l'expérience devient encore plus intense dans les anciennes ailes d'hôpitaux ou de cliniques désaffectées, où le temps semble finalement s'être arrêté. Les salles abandonnées conservent la trace des objets, des meubles et parfois des équipements médicaux anciens. L'air y est plus lourd, le silence plus profond, et chaque bruit, aussi minime soit-il, semble finalement amplifié et chargé de signification. C'est dans ces espaces que de nombreux témoins ont ressenti des présences persistantes, parfois sous forme de silhouettes, parfois comme des simples frissons ou comme un souffle inattendu sur la peau. Et c'est précisément ce mélange unique de réalité tangible et d'invisible, de sons familiers et d'ombres inexplicables qui fait que les hôpitaux, les lieux de soins, sont propices à l'expérience du paranormal. Ils nous rappellent que derrière la façade de routine et de soins, le monde garde parfois la trace de ce qui ne s'efface jamais.
Alors pour comprendre pourquoi certains hôpitaux semblent habités, il faut parfois remonter à plusieurs décennies, voire plusieurs siècles en arrière. Dans les hôpitaux anciens, les hospices, les asiles ont été construits dans des époques où la médecine, qui était encore rudimentaire, ne pouvait pas sauver toutes les vies. La mortalité y était élevée, la douleur souvent intense et les émotions humaines, les peurs, la souffrance, les espoirs, la joie et aussi la détresse, particulièrement intenses et fréquentes. Chaque vie, chaque décès laisse donc une empreinte dans ces lieux, une mémoire invisible qui, selon certaines théories, peuvent persister bien longtemps après. Alors, au XIXe siècle et au début du XXe, les hôpitaux étaient souvent surpeuplés et austères, avec des chambres communes, des couloirs longs, étroits, peu éclairés, et très peu de confort pour les patients. Les traitements étaient parfois brutaux et douloureux, et de nombreuses maladies comme la tuberculose ou la diphtérie provoquaient de grandes souffrances. Alors, les témoins de l'époque parlaient de patients agonisants, de crises étouffées, de pleurs, et ces expériences extrêmes en fait, ont dû laisser une trace dans la mémoire collective de ces lieux. Alors, certains hôpitaux ont été construits sur des sites anciens, parfois sur d'anciens cimetières ou sur des terrains qui sont chargés aussi d'histoire, ce qui pourrait, selon certaines hypothèses, amplifier les phénomènes étranges. L'architecture elle-même joue un rôle, les longs couloirs, les plafonds assez bas, les pièces multiples, les matériaux qui résonnent et amplifient les sons, les ombres et les sensations, doivent créer une atmosphère qui est propice finalement à l'expérience du surnaturel. Alors en Europe, il y a de nombreux anciens asiles et hospices, comme l'hôpital Saint-Jacques à Paris, de Montfavet, qui sont régulièrement cités pour leurs manifestations inexplicables. Les témoignages d'infirmières et de médecins décrivent des bruits de pas, des portes qui claquent, des rires ou même des pleurs soudains, et parfois même des apparitions répétitives de silhouettes correspondant à d'anciens patients. Alors ces lieux étaient souvent aussi isolés, ce qui renforçait finalement cette intensité de l'expérience, car le silence et l'absence de distraction permettaient à la perception humaine de s'affiner et de ressentir ce qu'on appelle les traces énergétiques. Voilà, le fait d'être complètement isolé fait qu'on écoute le moindre bruit. Alors, aux États-Unis, il y a des hôpitaux comme Waverly Hills, où certains bâtiments abandonnés de la Croix-Rouge ont connu des situations similaires. Waverly Hills était construit pour soigner les patients tuberculeux. C'est un établissement immense où la mortalité est très élevée. Et là, on a beaucoup de témoignages et beaucoup d'émissions paranormales qui ont fait des enquêtes là-bas. Donc, les témoignages de soignants rapportent des apparitions d'infirmières, de patients et même des silhouettes d'enfants qui semblent finalement reproduire les gestes ou les habitudes d'autrefois. Alors, l'histoire de ces lieux, ça montre que la mémoire des émotions extrêmes et des souffrances peut persister et que certains espaces conservent cette sorte de mémoire. Les bâtiments modernes sont construits avec des matériaux aussi différents. Il y a peut-être moins de souffrances concentrées et plus de confort. Donc, peut-être est-ce pour ça qu'il y a un peu moins de phénomènes. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux lieux hantés qui touchent au monde médical et aux soins, on perçoit vite que la liste est longue et impressionnante, tant en France qu'à l'étranger. Alors, ce qui relie finalement tous ces établissements, c'est l'histoire de la souffrance, la vie et la mort qui s'y sont succédés. Alors, en France, on parlait tout à l'heure de l'hôpital Saint-Jacques. Mais il y a aussi l'hôpital de la Salpêtrière qui est célèbre pour son histoire médicale et psychiatrique. Elle est connue pour ses couloirs immenses où des visiteurs ont perçu des silhouettes anciennes habillées comme au XIXe siècle ou pour des bruits inexpliqués dans des ailes qui ont été désaffectées. Même les ascenseurs et les escaliers semblent parfois résonner de présences invisibles. Dans le nord, on a l'hôpital psychiatrique de Saint-Antoine à Lille, qui a été le théâtre de multiples témoignages, des bruits de chaînes, des pas résonnants dans les couloirs entièrement vides, des ombres qui apparaissent soudain dans des chambres abandonnées. Les anciens bâtiments construits pour accueillir des patients internés à une époque où la médecine psychiatrique était encore rudimentaire conservent la mémoire des émotions extrêmes. Peur, désespoir et parfois même violence que certains visiteurs ressentent encore aujourd'hui. Dans le sud de la France, on a le sanatorium de l'Empereur à Briançon, qui était destiné à soigner la tuberculose. C'est un lieu où des visiteurs rapportent des silhouettes qui se déplacent dans les couloirs, accompagnées de cris étouffés et de bruits de portes qui claquent. Donc, la configuration du bâtiment, isolé en montagne et construit dans un style ancien, doit contribuer quand même aussi à amplifier l'atmosphère oppressante et mystérieuse. Mais comme je disais tout à l'heure, les lieux hantés ne se limitent pas aux hôpitaux. On a aussi les maisons de retraite et les EHPAD, qui ont été parfois construits sur des bâtiments religieux ou hospitaliers qui sont également conservés. Donc à Saint-Rémy-de-Provence, un ancien couvent transformé en maison de retraite voit des résidents rapporter des apparitions de religieuses et de pensionnaires qui sont décédés et qui semblent continuer à circuler dans les couloirs et observer les chambres. Et le personnel a également rapporté des objets déplacés et des bruits de pas dans les couloirs déserts. Donc à l'international, les lieux sont tout aussi fascinants.
Donc, on a parlé tout à l'heure du sanatorium de Waverly Hills, mais on trouve aussi le Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Donc, ça, c'est en Virginie occidentale. C'est un gigantesque asile qui a été construit au 19e siècle et qui a accueilli des milliers de patients. Et lui, il a été théâtre de traitements qui étaient parfois même brutaux. Donc, aujourd'hui encore, les visiteurs et enquêteurs rapportent des cris, des rires, des pleurs, des silhouettes, comme si finalement le bâtiment continuait à reproduire les émotions du passé. La célèbre Penhurst State School et Hospital, donc ça c'est en Pennsylvanie, c'est un autre exemple frappant. C'est une ancienne école et un hôpital psychiatrique qui étaient fermés depuis plusieurs décennies, où des enquêteurs racontent avoir vu des figures fantomatiques dans les dortoirs, entendu des cris, des rires d'enfants, des sensations physiques étranges comme des frissons ou des pressions sur les épaules. En Angleterre, c'est pareil. On rapporte le Nathan Hospital, c'est un ancien asile psychiatrique qui est réputé pour ses phénomènes spectaculaires. On y décrit là encore des silhouettes qui apparaissent au détour des corridors, des bruits de chaînes, des cris qui semblent provenir de l'asile abandonné. Alors, c'est un bâtiment qui a été construit au 19e siècle, qui avait pour vocation d'isoler les patients. Et son architecture longue, labyrinthique, doit favoriser aussi la résonance des sons et l'intensité des manifestations. Au Canada, on a le Royal Victoria Hospital à Montréal qui conserve également des témoignages troublants. Lumière qui s'allume et s'éteignent toutes seules, des bruits inexpliqués, des apparitions de figures en blouse blanche dans les ailes des affectés. Les anciens employés parlent d'une atmosphère chargée où il est difficile de rester longtemps sans ressentir quelque chose d'invisible. En Allemagne, il y a certains sanatoriums pour maladies pulmonaires, dans les Alpes bavaroises notamment, qui ont été construits dans le 19-20e, qui sont connus pour leurs phénomènes paranormaux. Voix d'anciens patients, les silhouettes derrière les fenêtres, des bruits de pas qui résonnent dans les couloirs. Les soignants actuels rapportent que la nuit, certains lieux deviennent presque vivants, comme si le bâtiment préservait la mémoire de ceux qui ont souffert et sont partis. Alors même dans les pays nordiques, dans les hôpitaux abandonnés en Suède ou en Norvège, construits pour isoler les patients tuberculeux ou psychiatriques, et lui continue à attirer les chercheurs du paranormal. Donc les témoignages mentionnent là aussi des murmures, des frissons soudains, des silhouettes mouvantes. Certains visiteurs décrivent la sensation que le temps se superpose et finalement que le passé et le présent coexistent dans ces couloirs silencieux. Alors, dans tous ces lieux, qu'il s'agisse d'un hôpital, d'un sanatorium, d'un asile ou d'une maison de retraite, certains éléments reviennent systématiquement en tout cas. Les manifestations sont plus fréquentes dans les parties anciennes où la souffrance et les émotions étaient intenses. Il y a d'autres aussi types de phénomènes qui sont rapportés. On a des phénomènes visuels, auditifs avec des voix, des murmures, des cris. Certaines personnes et infirmières prétendent avoir entendu leur nom chuchoter. On a également des manifestations physiques, pression sur les épaules ou dans le dos. On vous touche les cheveux, des chariots qui roulent tout seuls, lits qui bougent légèrement, des portes qui claquent, qui s'ouvrent, dans certains cas des lumières qui vacillent, qui s'allument et s'éteignent. Alors pour le personnel soignant, les expériences sont parfois très intenses. Les infirmières, les médecins ou les aides-soignants rapportent régulièrement cette sensation d'être observés, comme si finalement quelqu'un suivait leur moindre déplacement. Les patients, eux aussi, sont souvent au centre de ces manifestations. Et puis on a également les témoignages de visiteurs, de simples visiteurs qui viennent voir effectivement des proches et qui tombent nez à nez avec une silhouette ou entendent quelque chose. Il y a aussi des témoignages d'interaction directe avec d'anciens soignants ou d'anciens patients. Par exemple, à Waverly Hills, on raconte avoir senti une main invisible sur leur épaule ou entendu un ordre discret. Alors, au-delà du mystère et de la peur, ces lieux nous rappellent en tout cas quelque chose de profond. La mémoire humaine est puissante et la vie qui s'y est déroulée dans ces lieux laisse une trace durable. Chaque souffle, chaque geste, chaque émotion a marqué ces couloirs et parfois ceux qui savent regarder et ressentir peuvent encore apercevoir ces traces. Les hôpitaux et lieux de soins hantés nous parlent de l'humanité, de la fragilité mais aussi de la persistance. Un rappel que ce qui a été vécu ne disparaît jamais totalement et que certaines âmes semblent refuser de s'étendre complètement. Ainsi, on va refermer le chapitre des fantômes dans les hôpitaux. Alors, nous avons voyagé ensemble dans 3 univers fascinants. Nous avons plongé dans l'univers du Hoodoo, cette pratique mystique née du croisement de la culture africaine, amérindienne et européenne. Nous avons vu que c'est un véritable témoignage de résilience des communautés et de la puissance des traditions orales et spirituelles. Nous nous sommes tournés vers le ciel avec les lumières de Phoenix, le 13 mars 1997. Nous avons exploré des témoignages, détaillé les phénomènes lumineux incroyables qui ont traversé le ciel d'Arizona. Nous avons vu comment le scepticisme officiel et les preuves visuelles combinées à des expériences répétées continuent de nourrir les débats sur la présence d'un phénomène ovni inexpliqué dans notre ciel.
Un rappel que l'inexplicable peut se manifester au cœur de notre quotidien. Enfin, nous avons exploré les hôpitaux hantés. Sanatoriums, asiles, maisons de retraite, EHPAD, que ce soit en France ou dans le monde, des apparitions de patients, de personnel et même d'anciens soignants ou de phénomènes variés, silhouettes, voix, sensations physiques et objets en mouvement continuent d'arriver. Ce que nous observons dans ces hôpitaux finalement, c'est l'écho des vies humaines, la mémoire des émotions intenses, des douleurs, des désespoirs qui refusent de disparaître. Et cela nous invite à réfléchir à la manière dont les lieux conservent des traces invisibles, à l'interconnexion entre l'humain, l'émotion et l'énergie qui nous entoure. Ces espaces nous rappellent que la vie laisse une trace durable. Alors que nous refermons ce chapitre, on doit garder à l'esprit que chaque herbe, chaque lumière dans le ciel, chaque couloir silencieux d'un hôpital peut receler des histoires anciennes, de présences et de secrets prêts à être révélés. On se retrouve dans 15 jours, donc on plongerait avec nous dans un univers où le temps, l'histoire et la nature révèlent leurs mystères facilement. Nous explorerons d'abord les heures miroirs, ces moments étranges où le temps semble se jouer de nous, où les chiffres se répètent, qui sont porteurs de messages et de synchronicité. On penchera ensuite sur John Dee, l'astrologue et magicien de la Renaissance, conseiller d'Élisabeth Ier, dont les travaux, les visions et les mystères continuent d'intriguer les chercheurs et les passionnés d'ésotérisme. Et enfin, on partira à la rencontre des phénomènes inexpliqués liés à l'eau, aux rivières, aux lacs hantés, donc ces lieux où l'eau semble retenir les souvenirs et les énergies du passé. Alors rendez-vous le 27 janvier pour un voyage captivant entre mystère, histoire et paranormal. Restez à l'écoute, le visible n'est qu'une partie de ce que le monde a à offrir. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage entre mystère, magie et paranormal. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.